Bonjour tout le monde. Sabah al-Nour. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Merci à Si Boujmi. Je remercie vivement Si Boujmi pour l'édition de ce livre. Je remercie Si Fanter d'avoir accepté de présenter cet ouvrage. J'en suis très honorée. Merci à toute ma famille, mes parents, en fait, mon frère, en fait, mon mari, ma fille. Merci à Amine. Merci Mariam. Je remercie également Amine parce qu'il s'est chargé de toute la préparation donc, de l'édition de ce livre. Et donc, aujourd'hui, je tiens à présenter devant vous ce livre qui est le fruit. C'est un travail de thèse. Donc, c'était ma thèse que j'ai préparée il y a quelques années, donc à la Sorbonne, à Paris. Donc, il faut dire que j'ai commencé mes études en Tunisie, donc à la 9 avril. J'ai commencé par une maîtrise en lettres classiques, spécialité études latines. Ensuite, j'étais partie en France pour un master et un doctorat. Donc, mon doctorat, il porte sur la perception de la religion punique dans la littérature latine. Alors, pourquoi ce choix de sujet? Donc, la vision de l'étranger, la vision de l'autre a toujours été l'un de mes centres d'intérêt. Je me suis toujours intéressée à l'altérité et je me suis toujours intéressée donc à l'image de nos grandes figures nationales. Alors le problème, c'est que donc nos figures nationales telles que par exemple Elissa Guidon Alissa ou bien donc Hannibal Barca, donc Hannibal al-Barqa, c'est des personnages dont l'histoire a été retracée en gros par les ennemis. Donc ce sont les Latins. Puisque la bibliothèque de Carthage, donc elle a été incendiée, on ne garde pas de traces d'écrivains puniques. Toutes les personnes qui avaient écrit sur Carthage, si l'on peut dire, donc c'est des latins, c'est des écrivains latins. Donc j'avais au fond de moi cette volonté de donc une carthaginoise, donc une tunisienne, qui écrit sur l'histoire de la Tunisie. Donc ça partait, on va dire, d'un sentiment donc nationaliste, patriotique. Alors, pour ce livre, ça parle des guerres puniques essentiellement. Donc les guerres puniques, donc les guerres entre Rome et Carthage, ont longtemps été présentées comme la victoire de la civilisation sur la barbarie. Romains et puniques ont longtemps vécu aux côtés les uns des autres, mais surtout les uns contre les autres. Ce jeu de relations très complexe qui se sont tissés entre ces deux grandes puissances, donc un réseau de rapports souvent belliqueux entre deux grandes puissances internationales, mondiales, entre deux peuples qui ont été toujours dans des rapports antagonistes. Donc c'est cette relation d'animosité, de guerre, qui a forgé l'image qui a été celle de Carthage. En fait, comme l'a dit Si Fanter donc très très souvent, nous manquons malheureusement de traces écrites de la civilisation carthaginoise vue par les Carthaginois. Et donc moi, en ce qui me concerne, ce qui m'a attiré mon attention donc le plus souvent, c'était la religion punique qui avait aussi donc marqué les esprits des Romains. Donc quand on parle de la religion punique, on parle de Ashtart, de cette divinité Astarté, donc Ashtart, cette divinité donc qui était un peu donc pour les Romains, donc les pratiques religieuses donc étaient jugées de façon très très négative. Donc c'était des pratiques impudiques, donc barbares si l'on peut dire. Donc Ashtart. Et puis donc également le thème qui avait retenu essentiellement donc l'attention des Romains, c'était également les sacrifices d'enfants aussi. Une thématique à laquelle donc Siartine avait consacré donc beaucoup d'études. Mais l'intérêt de la thèse c'est cela.
en fait, j'ai cherché dans les ouvrages, dans les livres latins, la façon dont certains auteurs s'étaient démarqués et avaient offert des témoignages, si l'on peut dire, assez positifs. Donc c'est pas entièrement négatif. Alors, donc la première partie donc, de l'ouvrage s'intéresse au personnage de Hannibal Barca, donc Hannibal Barca, qui est une figure emblématique de Carthage. Hannibal, donc Hannibal, donc quand on lit ce qui a été écrit sur ce personnage, moi j'ai cherché à dégager l'image qui a été celle d'Hannibal dans les écrits de quelques écrivains. Essentiellement, donc, j'ai travaillé sur Silius Italicus. À un moment, donc, chez Silius, on lit la phrase suivante. Donc, je donne la traduction française de la phrase latine. Si Hannibal était né romain, l'Italie serait sans nul doute maîtresse de toute la terre. Et donc là, c'est une façon de dire que donc le général Hannibal Barca donc avait donc un génie militaire qui était irréprochable. D'ailleurs, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, les stratégies de guerre d'Hannibal sont enseignées aux États-Unis dans les écoles militaires. Et là, donc ça dit toute l'admiration qu'avaient donc les écrivains romains pour Hannibal. Autre chose également, donc une phrase latine qui est passée en proverbe, Hannibal ad portas, pour dire que donc là il y a un danger suprême qui guette Rome, qui guette l'Empire ou donc la République. Donc je me suis intéressée à dégager donc l'image qui a été celle d'Hannibal chez donc les écrivains romains, essentiellement dans une épopée de Silius Italicus. Et donc Silius, à un moment, donc Hannibal, il ne s'était pas opposé seulement à Rome, mais encore à Jupiter et le Capitole. Donc c'est une entreprise titanesque, c'est une entreprise irreligieuse parce que donc impie, parce que donc dans l'Antiquité donc s'opposer à Jupiter c'était vraiment donc quelque chose de sacrilège. Donc pour la première partie donc qui était consacrée à Hannibal, donc je l'avais intitulé un médaillon de Carthage. Donc j'ai cherché à dégager l'image qui a été celle d'Hannibal chez Silius Italicus. Donc la vertu donc d'Hannibal, le titanisme d'Hannibal, et puis donc il avait un émule qui était Hercule, donc le dieu Hercule, et donc il avait un grand adversaire qui était Scipion. Donc Scipion et Hercule, une belle triade. Et donc tous l'histoire d'Hannibal, donc il a fini par être vaincu, donc il a pris la fuite. Par la suite, donc, la deuxième partie du travail, donc là, donc je me suis intéressée à quelques figures, parce que donc Carthage, contrairement à Rome ou à quelques autres cités antiques, donc c'est une cité qui est fondamentalement féminine, qui est essentiellement féminine. C'est ce que disait donc Sifanter dans l'un de ses articles. Alors, les personnages auxquels je m'étais intéressée, donc c'était les figures de Didon Elissa, notre Didon national, Elissa, notre fondatrice, la fondatrice légendaire de Carthage, sa fuite de Tyr, donc quand elle avait fui Tyr, et elle avait donc débarqué, donc elle avait choisi de fonder donc Carthage. Et donc alors parmi les poètes latins, donc les plus grands poètes latins qui avaient parlé donc d'Elissa, donc je cite Virgile, donc l'Énéide, donc qui avait consacré donc les premiers
chant de l'Énéide était consacré à donc, la reine de Carthage. Et puis il y a le livre 4. Le livre 4 de l'Énéide, c'est le livre de Didon. Donc le livre de Didon. Donc là, je retiens donc une phrase. La reine donc Didon capta deserta en latin, donc séduite et abandonnée. Alors donc là, il faudra dire que Virgile, pour rendre hommage à l'empereur Auguste, il a dû imaginer une histoire d'amour entre Didon et Énée. Donc là, l'histoire et la légende se mêlent, mais en aucune manière, Didon et Énée n'auraient pu se rencontrer par plusieurs siècles, les séparent. Donc, Didon, donc Alissa, elle a été séduite par le Troyen, l'ancêtre des Romains, et donc au final, il a abandonné pour partir au Latium et fonder donc l'Ictie. Et de là, donc Didon, elle lui en a voulu et elle en appelle à son vengeur. Alors qui sera ce vengeur? Donc ce vengeur, donc ce sera Hannibal. Donc lui, donc c'est lui qui naîtra de ses cendres pour venger donc la reine bafouée. Alors, donc le premier personnage de la deuxième partie donc, auquel je m'étais intéressée, donc était le personnage donc, de Didon. Alors ensuite, je m'étais intéressée à un autre personnage carthaginois qui était Sophonisbe. C'était Sophonisbe, la mort de Carthage, donc l'incendie de Carthage. Alors Didon, donc elle avait, donc elle se serait suicidée, donc elle s'est jetée dans les flammes. Alors Sophonisbe également, elle a pour fuir le parjure, pour fuir d'être ramenée à Rome, elle a choisi également de mettre fin à ses jours. Elle se suicide. Et de là, donc, ce qui a captivé mon attention, donc c'était cette façon sublime de quitter la vie, en fait. Donc, elle choisit. Donc, elle a préféré mourir que d'être une captive romaine, que d'être malmenée et ramenée. Donc la deuxième partie. Et puis donc la troisième partie. Donc la troisième partie, donc j'avais consacré une partie à étudier une pièce de théâtre. Donc il s'appelle en latin donc le Ponilus. Donc traduction française, le Petit Carthaginois. Donc le Petit Carthaginois, donc a été traduit en latin. Il a été offert donc au public romain et il est question d'un Carthaginois qui s'appelle Anon, qui est en train de parcourir les ports de la Méditerranée à la recherche de ces filles qui ont été enlevées toutes petites à Carthage. Alors le Carthaginois brossé donc par Plaute est un Carthaginois tout à fait honorable. Il est un homme respectable. En fait, la seule chose que l'on pourrait lui reprocher, c'était sa parfaite connaissance de la langue latine. Il connaissait parfaitement la langue latine, mais il ne voulait pas parler en latin. Il parlait en carthaginois, et d'où, donc, puisque c'est une pièce de théâtre, c'est pour attirer donc le sourire, pour faire diversion en fait, en quelque sorte. Et donc le carthaginois, donc tel qu'il a été représenté par Plaute, donc c'est un carthaginois positif. En fait. Donc ensuite, j'avais donc consacré une partie à Moloch, donc et au sacrifice d'enfants. Donc là, il y avait une bataille de fouilles, donc il y avait des avis qui étaient divergents. Donc Sarcine, donc il défendait la théorie selon laquelle, alors les enfants carthaginois, parce que les Romains, ils ont toujours reproché aux Carthaginois leur cruauté, donc la crudelitas des Carthaginois. Donc selon les Romains, les Carthaginois étaient des individus qui mettaient à mort leurs propres enfants, donc, ou bien qui tuaient leurs enfants. D'après théorie, ça ne serait pas le cas, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Sarcine, donc qui a beaucoup parlé de cela.
Voilà, donc là c'est en gros donc les thèmes donc sur lesquels je m'étais donc attardée. Et puis donc au final donc je tiendrai donc à souligner l'idée selon laquelle donc l'altérité, donc la question de l'altérité, donc l'autre, la vision de l'autre, la représentation de l'autre. Et quand il s'agit de cet autre qui est l'ennemi, bien sûr, donc, ça ne sera pas donc une image univoque. Donc, ce sera très très souvent une image qui sera biaisée, qui est loin d'être donc les avis d'être unanime. Voilà. Voilà. Donc, en gros, donc, c'est ma petite. شكرا. احنا نعتز بالحضارة هذيك معناها جذورنا حنا بعد كرتاج ماغون اللي الفلاحة التونسية اللي الآن متأثرة بماغون عليسة أكيد ديدون عنده زوز أسامي الآن شرف كبير باش يعلق على الكتاب متاعك القيم اللي يتناول معناها حضارتنا وجذورنا الأستاذ محمد فنتر. شرف كبير لنيرفانا أنك تستقبل، وشرف كبير لنا احنا الكل تونسة على قامة ثقافية كبيرة. سي محمد فنتر تفضل وتشرفنا بالكلمة متاعك. شكرا جزيلا. Évidemment, le livre étant écrit en français, normalement, on doit le présenter en français. Mais, nous sommes en Tunisie, et notre langue nationale, c'est la langue, aujourd'hui, c'est la langue arabe. Évidemment, on a eu au moins 4 langues nationales à travers notre histoire. D'abord, évidemment, la langue libyque. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le barbare. Mais eux, ils ne s'appelaient pas berbères. Le nom berbère a été introduit par les Byzantins qui disaient « Oi barbaroi » en parlant des habitants d'Afrique du Nord, c'est-à-dire ceux qui ne parlaient ni latin ni grec. Voilà ce que signifie « Oi barbaroi », comme en arabe il y a « al-ajam ». أي الذين لا يتخاطبون باللغة العربية هم العجم. أي barbaroi, c'était exactement comme ça. Ce n'était pas un degré de civilisation. Le livre étant écrit en français, normalement on doit le présenter dans la langue française. Mais nous aussi, nous sommes tunisiens et notre langue aujourd'hui, et peut-être pour quelques siècles encore, on ne sait pas ce qui va se passer dans 1000 ans ou dans 2000 ans. Peut-être une autre langue. Mais nous avons, comme je vous l'ai dit, au moins 4 langues nationales. La première, c'est la langue berbère, celle qu'on appelle et eux-mêmes, même depuis l'époque de Ramsès II, on a des témoignages dans les textes hiéroglyphiques qui parlent des Libous en parlant de ces habitants d'Afrique du Nord. Libou, Al-Loubioun. Voilà ce que nous devons appeler normalement cette longue période de notre histoire. Elle est difficile, dont les débuts sont difficiles à situer dans le temps, car ça remonte, vous savez, on a trouvé un galet, un fragment de galet de Tataouine, près du Château de Zrid. On a trouvé qui remonte à plusieurs milliers d'années, ou peut-être millions d'années. Ça n'a pas été daté d'une façon très précise, mais c'est une des plus anciennes manifestations de l'homme chez nous, sur notre terre.
حصات تطوير أو حصات تجريد. Mais personnellement, je propose, bien entendu, ce n'est pas une décision définitive de faire commencer l'histoire voir, si vous voulez, une limite précise. Nous savons que c'est بالميلاد. En fait, là, cette période se poursuit jusqu'à pratiquement l'arrivée, le premier contact des Phéniciens, le sol tunisien, qui est Utique. Utique, 1100 avant Jésus-Christ. Donc notre histoire, comme notre histoire, on fait une enquête, voyez-vous, une enquête portée sur tous les aspects économiques, les aspects religieux, en somme, ce qu'on appelle les trois univers des vivants, l'univers des dieux et l'univers des morts. Voilà, toutes les civilisations se repartissent sur ces trois univers. Hier comme aujourd'hui, comme demain, toujours comme ça. Alors, pour nous, donc, j'ai choisi que, premièrement, on ne peut pas tout, disons, embrasser. Le P se prononce fait. En écrivant ou en parlant en arabe, on ne doit pas dire Kapsa, on doit dire Kafsa, exactement comme tout le monde. Ce sont les autres qui n'ont pas l'oreille arabe, qui n'ont pas la langue arabe, qui disent Kapsa, etc. Pour nous, c'est Kapsa. Et cette période, comme je vous dis, commence 10 000 ans avant Jésus. Un des plus anciens débarquements des Phéniciens qui sont arrivés, eux, d'un pays qui avait déjà une histoire. Donc, qui avait l'écriture. L'histoire signifie écriture. Alors, cette grande période, nous la connaissons malheureusement très mal encore, parce qu'il faut beaucoup d'enquêtes, à la fois préhistoriques, l'âge de la pierre, etc. La deuxième période commence donc de 1101 avant Jésus-Christ jusqu'à 146 avant Jésus-Christ, la destruction de Carthage, avec la troisième guerre punique, évidemment. C'est une longue période qui a connu une grande prospérité. Seulement, Carthage n'était pas tellement, disons, ouverte sur les autochtones. Ils sont restés, ils ont bien entendu diffusé leur langue, ils ont diffusé leur culture, mais politiquement, ils n'ont pas permis aux autochtones. Ce qui fait que une grande révolution, plusieurs tentatives bien entendu, mais la grande révolution, c'était avec quelqu'un que je considère comme le premier combattant pour la liberté dans le territoire tunisien. Il s'appelle Mato. Mato, qui apparaît dans la guerre des mercenaires, qui travaillait. Mato, M-A, Mato, ça vient d'ailleurs, c'est un nom d'origine phénicienne, ça vient de Matan. Matan, M-A-T-E-O, T-H-O. Mato. Et ça vient du verbe matan, yatan, qui signifie donner.
le don de Dieu. Atiya, exactement. Traduction à Mato, c'est Atiya. Il a donc... pardon? Oui, oui, bien sûr. Mais Flaubert n'a pas, bien entendu, il n'a pas inventé. Flaubert n'a inventé que Salammbô, qui a été un peu de son imagination parce qu'il a voulu faire penser son livre. Il teste exactement comme la source que vous avez utilisé, le Punica de Silius Italicus. Silius vivait au 1er siècle de l'ère chrétienne, à l'époque des empereurs comme Vespasien, ou comme même avant Vespasien, les empereurs qui l'ont précédé. Oui, donc il a Silius Italicus, il n'a pas fait une œuvre d'histoire. C'est pourquoi, quand vous avez fait votre thèse, vous l'avez faite en tant que femme de lettres. C'était de la littérature. Or, l'épopée, il a fait une épopée. Silius Italicus, qu'il a baptisé, qu'il a nommé Punica. Punica, c'est-à-dire des faits puniques, des faits carthaginois. Et le principal personnage des Punica de Silius Italicus était évidemment Hannibal. Hannibal, dont les faits, l'histoire qu'il a vécue avec l'imagination de Silius Italicus a fait cette épopée qu'on appelle Punica. Plusieurs livres, voyez-vous, quelqu'un qui a donc dû consulter un certain nombre d'auteurs, en particulier, sont nombreux les auteurs qu'il a consultés, certainement de son époque, mais essentiellement d'historiens Polybe, 2e siècle avant Jésus-Christ, puis ensuite d'historiens, disons, Tite-Live, du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Et il a utilisé aussi des poètes, notamment Virgile. Virgile, qui a écrit une épopée, lui aussi, et il a, évidemment, de très loin, il s'est inspiré d'Homère. Homère, auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, qui était l'œuvre fondamentale pour l'Antiquité. Toute l'Antiquité, c'était l'œuvre fondamentale pour la culture. On puisait dans Homère. Homère vivait sans doute au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est lui qui a sans doute le premier aussi à avoir appelé les Phéniciens. Les Phéniciens, il reste l'étymologie de cet ethnonyme reste encore douteuse, mais nous la connaissons à peu près. Les Phéniciens, alors on dit, ce sont les inventeurs de la pourpre, la couleur rouge, voyez-vous, le phoenix, ou ceux qui appartiennent à ce oiseau, disons, mythologique de phénix qui meurt et qui ressort vivant de ses cendres. C'était le cas des Phéniciens. Pardon? Oui. Bien sûr. Donc, disons que Silius Italicus a mis à contribution l'histoire et la mythologie. Il s'est inspiré aussi de Virgile, qui a écrit une épopée l'honneur de la fondation de Carthage. Et c'est Auguste, l'empereur Auguste, qui lui a ordonné ou le pria pour faire cette épopée qui exalte l'Empire romain et surtout l'œuvre de Jules César. Jules César, quand il s'est
il a remporté la victoire de Thapsus en 46 avant Jésus-Christ. C'était Pral Thapsus. Alors il disait, maintenant, il faut recréer Carthage. Et c'était lui qui a inspiré à son fils spirituel, Auguste, la refondation de Carthage, qui était abandonnée en 146. Carthage était abandonnée et interdite d'accès. Ou pratiquement. Elle est devenue des ruines. Les gens venaient de temps en temps regarder et repartir, interdite d'accès. Comment? Bien entendu, bien entendu. Donc, Virgile a créé cette épopée pour exalter la refondation de Carthage, parce que dans la pensée de Jules César, la Méditerranée ne peut pas voler d'une seule aile. L'aile ne suffit pas ou n'assure pas le destin, la survivance de la civilisation méditerranéenne. Pour que la Méditerranée subsiste, il faut qu'elle vole. D'où Carthage et Rome étaient les deux ailes de l'Empire romain. Bien entendu, on ne lit pas dans les faits comme ça, dans l'historiographie. Mais c'est à nous de saisir ce qui n'est pas dit. Parce que le dit, souvent, cache un certain nombre de non-dits. Et c'est au lecteur ou à l'auditeur, ou par exemple, qui reçoit un message de décrypter ce qui n'est pas dit. Oui, c'était ça, la création de Carthage, ce qui fait que nous avons une Carthage punique, une Carthage romaine, latine. Et chose que malheureusement on ignore toujours, ou on n'a pas su prendre conscience, c'est le fait que notre histoire est faite d'une grande période. Pendant 6 siècles, nous avons été romains. Romains, c'est comme on dit aujourd'hui arabes. Nous ne sommes pas venus d'Arabie. Nous sommes les autochtones arabisés. Donc nous sommes arabes par la culture, et notamment par la langue. Et à l'époque romaine, la langue latine était l'une de nos langues nationales. Pourquoi je dis ça? Et vous ne le trouvez pas souvent écrit. Donc, pourquoi je dis notre langue nationale? Parce que nos ancêtres ont écrit en latin. Il y a une littérature latine très riche. À la fin du 19e siècle, il y avait un auteur français, dont j'ai oublié maintenant le nom, qui a écrit un livre sur les historiens africains et les hommes de lettres africains. Voyez-vous, alors il y avait d'abord les Africains païens, c'est-à-dire avant le christianisme, et les Africains chrétiens. Souvent nous ignorons que le christianisme de l'Europe, nous sommes présents, nous y sommes présents. Ça va comme ça. Oui, donc il y a lieu de remettre en cause notre historiographie. La période, nous avons au moins 6 siècles de latinité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos ancêtres, nos enfants, tout le monde parlait latin et ils écrivaient en latin, des créateurs de la langue latine. La langue latine est de ce fait une de nos langues
nationale. La première langue nationale, c'est ce qu'on appelle le berbère. Le mot amazigh est un mot inventé par la colonisation pour le Marocain. Amazigh, c'est un ancêtre d'une tribu. Ce n'est pas du tout le nom ethnique de l'ensemble de ceux qui ont peuplé l'Afrique du Nord. Parce que l'Afrique du Nord a constitué et continue de constituer une unité culturelle. Pourquoi comment pourrais-je dire qu'il s'agit d'une unité culturelle? Eh bien, c'est très simple. Comme prendre l'exemple dans la toponymie. Les toponymes, c'est-à-dire le nom des lieux. Nous avons Tataouine en Tunisie, Tétouane au Maroc. Nous avons Tanger au Maroc et Tija en Tunisie. Alors, tandis que un ethonyme comme par exemple il y a le nom, il y a des noms qui m'échappent pour le moment, mais ça, je reviendrai. Il y a les noms qu'on trouve en Libye, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. C'est-à-dire, malheureusement, c'est ça l'un des témoignages du sous-développement, c'est nous ne disposons pas d'un dictionnaire toponymique, c'est-à-dire des noms géographiques, des noms des lieux, des villes, des villages, des montagnes, des sources, pour montrer combien nous constituons une unité. Ce n'est pas par hasard. La toponymie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je trouve scandaleux, par exemple, qu'en Tunisie, on ne dispose pas d'un dictionnaire qui nous présente tous les noms géographiques. Montagnes, sources, villes, villages, tribus, etc. Voyez-vous, parce que c'est ça, le fait de se connaître d'abord. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même. Fais un effort pour te présenter à toi-même. Ce qui est très bien parce que je risque de m'éloigner un peu du livre. Le livre est tellement intéressant et que Silius Italicus a utilisé ça, mais c'est dommage que je parle en français, mais j'aurais voulu, chère petite, parler en arabe pour que tu puisses retenir quelque chose et que ça reste dans le... Mais le public veut qu'on parle en français et puis le livre est écrit en français. Mais nous ne pouvons connaître le vrai développement et le développement durable que dans notre langue nationale. Qui actuellement, je dis bien actuellement, parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans 3000 ans. Voyez-vous, comme on a vu, le berbère a été remplacé par le carthaginois, et le carthaginois a été remplacé par le latin, et il est fait aussi possible que dans je ne sais pas combien de millénaires, l'arabe peut être à l'arabe se substituera une autre langue que nous ne connaissons pas pour le moment. Car rien n'est définitif. Tout bouge. Et comme disaient les Grecs, panta rei. Tout coule. C'est comme une rivière. La rivière coule et vous ne pouvez pas vous baigner deux fois dans la même rivière. Car la rivière dans laquelle vous faites un plongeon, le plongeon n'est plus la même que celle que vous allez avoir fait un deuxième. Oui, donc c'est extrêmement important toutes ces choses-là. Et c'est toutes ces idées-là qui m'ont finalement fait beaucoup aimer cet ouvrage que je considère comme vraiment un chef-d'œuvre dans cette. Il nous a fait connaître, il a mis à contribution, il a présenté pas seulement Hannibal, mais Hannibal à travers la perception des auteurs latins, et notamment Silius Italicus. Vous voyez, il y a tellement de choses chez nous qu'au fond, nous devons
écrire pour nous présenter. Pourquoi nous écrivons? Il faut qu'on continue à écrire en français, par exemple. Parce qu'il faut que l'autre maintenant était fort. Si on disparaît totalement, eh bien, c'est une manière de dire voici ce que nous sommes. Et nous, il faut qu'on cesse d'attendre que l'autre nous dise voici ce que vous êtes. La révolution, c'est ça. Comment passer de voici ce que vous êtes à voici ce que nous sommes. Quand nous allons, tout ce que nous allons faire et tout notre enseignement, notre éducation doit tourner autour de cela que je résume personnellement en 3 questions. Une question qui me paraissent fondamentales. La première question, d'abord, qui sommes-nous? N'attendons pas l'autre pour nous dire voici ce que tu es. Qui sommes-nous? Actuellement, nous ne nous connaissons pas, nous ne savons pas répondre. Parce que nous méprisons l'histoire. Et je dis bien, j'ai utilisé le mot mépriser parce que cela se perçoit dans nos écoles, dans notre enseignement. L'histoire a une coefficient 1, la physique coefficient 10. Personne ne fait d'histoire. C'est une manière de nous d'éloigner de l'histoire. Et d'ailleurs, cet effort d'éloigner les Arabes en général, depuis l'Irak jusqu'à la Méditerranée, éloigner, eh bien, on a dit, depuis la première croisade du XIe siècle de l'ère chrétienne, 1095 ou 1097, je ne sais pas laquelle année précise. Ils ont dit, le cunéiforme, l'accadien, le babylonien, ça, c'est pas important pour vous. Votre langue est très belle, intéressez-vous à votre langue. Et ça, c'est l'homme fort qui vient d'Occident pour éclairer le reste du monde. C'est pas intéressant. Vous avez une langue absolument incomparable, supérieure à toutes les langues. Et eux, ils se sont donc, en quelque sorte, se sont gardés toutes les cultures depuis Sumer, en passant par Akkad, par Babylone, par Tyr, par Sidon, par Ogarit, toutes ces grandes capitales qui ont fait le monde, la civilisation, nous ne les connaissons pas. Vous savez que, par exemple, en Syrie, du côté de Idlib, pas loin d'Alep, on a découvert la bibliothèque du roi, c'est Ebla, elle s'appelle Ebla, 4000 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé la bibliothèque du roi avec les tablettes classées et bien réparties, littérature, diplomatie, comptabilité, etc., etc. C'était en cunéiforme. C'est une écriture syllabique, c'est-à-dire le signe traduit ou reproduit une syllabe. C'était très difficile d'apprendre l'écriture syllabique parce qu'il y a plusieurs signes à apprendre. Alors, ce sont les Phéniciens qui, au lieu de garder l'écriture syllabique, ils ont inventé l'écriture alphabétique, c'est-à-dire la consonne sans la voyelle. Alors, avec 22 signes, vous savez lire et écrire tous les textes. Voilà, c'était la grande invention des Phéniciens. Donc, ce livre-là, évidemment, attire notre attention sur une partie de notre histoire et surtout sur la perception de notre histoire par l'autre. Car Silus Italicus, c'est l'autre. Nous devons donc voir comment il nous regarde, comment il nous qualifie. Voyez-vous comment il qualifie nos ancêtres?
Hannibal n'a pas une bonne place chez Silus Italicus. Il est bien sûr un héros, mais un héros dans le sens à vaincre son péril en triomphe sans gloire. C'est-à-dire il faut qu'il soit battu par Rome, et Rome, pour être exalté, il faut qu'il ait un ennemi de taille. Voyez-vous comment il a fait, ils ont pensé la grandeur d'Hannibal. En tout cas, évidemment, il y a beaucoup à dire et on ne finira pas, même jusqu'à plusieurs heures. Je préfère personnellement, je vous propose en tout cas, si ça vous intéresse, si vous convient, d'établir un dialogue entre nous deux et vous. Voilà. شكرا سي استاذ محمد فانتا. احنا في ليبوك كولونيال كتب تاريخ جابوهم لنا في البريمير نوز انسيتر لي غولوا. احنا نوز انسيتر سي لي جراند سيفيليزاسيون. تونس كارفور دي سيفيليزاسيون حاج انا نقول كارفور دي جراند سيفيليزاسيون. كلمه لكم تفضلوا. بارك الله فيك. كتاب قيم باش نقراوه بكل شغف. تفضلوا شكون اللي يحب الكتاب؟ شكرا. مرحبا استاذنا كبير سي محمد حسين فانتر. سؤال بسيط على l'identité tunisienne. Est-ce que vous êtes d'accord على فكرة كلمة la tunisianité؟ شنو رأيك فيها ككونسبت؟ Mais elle n'est pas encore bâtie. Elle n'est pas encore édifiée, la tunisianité. Nous sommes encore en Tunisie, d'après mon opinion, nous sommes encore des individus qui vivent ensemble. Nous ne sommes pas des citoyens. La différence entre un individu et un citoyen. Nous sommes encore très loin de la citoyenneté. Un citoyen, bien sûr, il travaille pour son intérêt, mais il sait aussi que son intérêt est lié à l'intérêt de l'autre. Voyez-vous qu'il y a une connexion intime entre moi et l'autre. Quand quelqu'un, maintenant un Tunisien, qui rentre chez lui, il trouve sa maison, il ferme sa porte, et il s'en fout de ce qui se passe avec lui. Eh bien, c'est la catastrophe. Parce qu'un jour, nous attendons un jour où les saletés vont nous envahir chez nous. On va forcer la porte et trouver que tout... Alors, il faut nous réveiller. Réveiller, et c'est l'esprit à la fois individualiste et mercantiliste est très grave. Il mène à la catastrophe des nations. Les nations européennes se sont battues pour passer de l'individu au citoyen. Nous étions d'abord, comme toutes les sociétés, elles commencent par être tribales, puis par l'épanouissement de l'individu, puis ensuite on devient citoyen. Nous n'avons pas encore franchi atteint la troisième étape, l'étape de la citoyenneté, où les élites, dans tous les peuples, à toutes les époques, il y a des élites. Il faut que les élites s'intéressent à leur propre pays. Il ne faut pas, moi je suis universitaire, je fais mes cours et je rentre chez moi. Ça, c'est la pire des catastrophes. L'universitaire ne peut s'épanouir et atteindre comme cette graine qui commence par être une simple pousse, puis elle végète, puis ensuite elle donne, le grain devient des gerbes de blé. Il n'y a pas de plus beau qu'une gerbe de blé. Voyez-vous, d'où la terre. La terre est essentielle. Pour Carthage d'ailleurs,
souvent les gens croient que c'est une cité maritime simplement. Pour Carthage, c'est la terre et la mer. Quand il y a divorce entre la terre et la mer, il n'y a aucun espoir d'atteindre l'épanouissement. Terre et mer. Voyez-vous, d'ailleurs, c'est l'agriculture. L'agriculture ne peut pas se concevoir sans terre et sans mer. Nous étions une puissance. Carthage était une puissance méditerranéenne parce que elle a, en quelque sorte, pour simplifier, elle a engendré Anon et Magon. Anon, celui qui a fait le périple, le fameux périple il a découvert, il est parti de Carthage, il a traversé la Méditerranée, puis l'océan Atlantique, jusqu'au pratiquement de quoi accompli. Puis ensuite, les Phéniciens de l'Afrique, ils ont inventé, ils ont pu en traversant le cap de Bonne-Espérance, ont vu le soleil, dit Hérodote, et se coucher à leur droite. Ce qui signifie qu'ils ont doublé le cap de Bonne-Espérance, ils sont partis de l'océan Indien, ils ont fait la circumnavigation autour de l'Afrique, et revenus en Égypte à travers l'océan Atlantique et la Méditerranée. Donc, il y a beaucoup à faire et nous ne faisons pas l'histoire pour s'agier devant le passé. Nous faisons l'histoire pour faire l'avenir, car c'est avec l'histoire, en écrivant, par exemple, je prends mon cas personnel, en écrivant quelque chose sur Hannibal, par exemple, eh bien, il y a 1000 questions qui n'ont rien à voir avec Hannibal, qui me tracassent et que je pose. Évidemment, tout le monde, c'est comme ça. On travaille sur une chose, mais on a des idées sur 1000 autres choses qui n'ont rien à voir avec la chose qu'on est en train de faire. En tout cas, c'est la culture. La culture que, malheureusement, maintenant, le mot culture n'a plus de sens qu'il a. Car cultiver, c'est une graine. Si tu la mets ici, sur cette table, elle ne donne absolument rien. Mais si tu la mets dans un sol travaillé, avec irrigué, engraissé, eh bien là, le grain devient des germes. Et la culture, c'est comment passer du grain vers la germe. C'est ce chemin-là qu'il faut parcourir pour qu'on de véritable culture. والله أنا معاني تخرج من أستاذ حسين فنتر، معاني كبيرة ياسر. اللي ما يعرفش الاسوار، الناس تحكم فينا ساعات ما يعرفوش الاسوار، كيفاش باش يعملوا لافنير، كيفاش باش يعملوا لافنير. تفضلوا. Alors, Madame Randi, vous savez très bien que je suis et que je vous adore, vous êtes magnifique, vous avez été mon enseignante. Ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est que vous avez utilisé comme support la littérature pour pouvoir identifier certains éléments de l'histoire qui ont presque disparu. Dans quelle mesure c'était difficile de pouvoir trouver ces traces-là? Quel travail ça a demandé de recherche et quel effort ça a demandé en fait? Merci beaucoup Mariam pour ta question. Donc oui, Mariam était mon étudiante, donc je suis fière du parcours que tu as fait, donc je suis très fière de toi. En fait, oui, donc c'était pas évident de dégager donc cette image, mais il fallait chaque fois, donc pour un même topos par exemple, donc une même thématique, une même idée, il fallait la rechercher dans plusieurs ouvrages.
pour pouvoir donc dégager une image qui serait le plus proche possible de la réalité en fait. Donc par exemple, pour la Fides Punica, parce qu'on parle très souvent de la Fides Punica, donc qui était synonyme de mauvaise foi. Donc les Carthaginois étaient connus pour avoir été des gens qui rompaient les traités, qui n'avaient aucun respect pour les serments, pour les traités donnés. Et donc du coup, pour voir si cette idée véhiculée par les Romains était réelle, il fallait confronter cette même idée dans plusieurs écrits, donc chez les Romains, chez les Latins, et puis chercher à dégager cette même thématique chez les Grecs éventuellement. Pardon. Par exemple, pour la Deuxième Guerre punique, il était question à plusieurs reprises de la perfidie d'Hannibal. Donc Hannibal, donc, il ne respectait pas les traités, il rompait très souvent les traités, et donc du coup, il fallait chercher par exemple pour un même événement ce qu'on disait Polybe, qui était grec lui. Et donc, comme disait Sifanter tout à l'heure, donc les Grecs, ils étaient plus objectifs, disons. Donc, parce que les Romains, c'est les ennemis, bien sûr. Les Grecs, donc Polybe, Diodore de Sicile aussi, donc c'était eux qui avaient donc parlé de la guerre, de la Deuxième Guerre punique et sans. Et donc on trouvait une manière qui était un peu plus objective que ceux des Romains. Donc, Vous savez, nous devons concevoir et être convaincus que l'histoire est non seulement une matière pour permet de nourrir un peu les racines pour qu'ils puissent s'épanouir. L'histoire est malheureusement avec notre système éducationnel qui nous a été inspiré par des experts étrangers. On nous a dit, mais vous n'avez pas besoin d'histoire, ni même de géographie. Faites de la physique, faites l'informatique. Le reste, c'est pas important. Et ça se traduit, c'est pas aujourd'hui seulement, depuis l'indépendance. Question 1, la géographie, 1 et puis comme ça, et l'arabe aussi. Si un système éducationnel ne met pas en évidence l'importance de l'histoire, de la géographie et de la langue, il n'ira pas loin. Il peut former des experts. Oui, des experts, ce sont des gens qui ont appris des gestes, soit manuels, soit intellectuels, qui reproduisent. Un bon expert, c'est lui qui reproduit ce qu'il a appris. Il n'est pas fécondable. Seul par l'histoire, la géographie et la langue nationale, parce que c'était valable pour nous, valable pour tout ce peuple, permettent disons, à la nation d'enfanter, d'apporter du nouveau. Actuellement, nous consommons d'une façon directe ou indirecte. On a tout fait pour nous stériliser. Car un peuple qui méprise son histoire, un peuple qui n'accorde pas de l'importance primordiale à la géographie, vous savez, lorsqu'il y a eu la révolution bolchevique en 17-18 du siècle dernier, Lénine disait maintenant le socialisme c'est la géologie. C'est la géologie. Il faut s'intéresser à la géologie. Est-ce qu'il est normal que l'on fasse venir des experts étrangers pour nous dire ce que nous avons dans notre sous-sol? Est-ce qu'il est normal qu'un fonctionnaire d'administration, un haut fonctionnaire d'administration, quand il est nommé, par exemple, à Tataouine, il ne connaît pas son gouvernorat? Il faut que les gens le disent, voici
ce village, voici cette montagne, etc. Alors, faisons attention, sans la langue nationale, sans la géographie et sans l'histoire, aucun développement durable n'est possible. C'est très important et la responsabilité est aussi à la fois nationale et surtout l'histoire, géographie, géologie. بارك الله فيك والله مش نعطي معناها انا نصف الفلي جوري دو لانفيتي شيلوني فهمت نصف الفلي يحبك ياسر هو اللي معناها دائما معاك على كل حال معناها اللي سمعناه اليوم فريمون اشياء لازمها نقش على الحجر في مخاخنا ما فماش حتى ديفلوبمون الا ما نعرفوش ثلاثه المعاني هذوما اللي قالهم اللانج ليستوار والجيولوجي فهمت شنو هو الارض اللي نعيشوا عليها ايش فيها هذا اكبر جهل الا نحتاجوا الاجانب باش تفضل لله انت tout l'honneur c'est pour vous. Merci infiniment. Merci ici Yassine pour tout ce que vous avez dit. Moi j'aimerais... Aïcha, c'est très gentil, merci beaucoup. Moi j'aimerais, par rapport à tout ce que vous avez dit... Parce que maintenant il reste pour les autres. Pour les autres, il va passer inaperçu. Même que le lisent, il faut qu'il soit mis à la disposition de tout le monde. Les Tunisiens actuellement, je sais, le Tunisien ne le dit pas. Il a oublié le français. Voyez-vous, de mon temps, on savait parler beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Voyez-vous. Donc, de toute façon, la trilogie histoire, géographie et langue nationale sont les trois mamelles d'une nation. Merci beaucoup. Moi, donc, c'était juste, c'était par rapport à ça aussi, donc la question que j'avais à vous poser. Quand l'histoire est écrite par les vaincus, hein, voilà, donc c'est comme pour, par exemple, pour la guerre du Golfe. Donc, la guerre du Golfe, on l'a à partir des Américains, de la vie des Américains, ou bien de la vie des Français. Donc c'est pareil pour Carthage. Quand l'histoire de Carthage, elle a été racontée, elle a été narrée par les ennemis, quel est le remède? Comment remédier? Donc nous, en tant que Tunisiens, qu'est-ce qu'on pourra faire pour réhabiliter notre histoire nationale dans le monde, en fait? Voilà, donc c'est la question. Voilà, comment être? Donc, être. Que faire pour être? Que faire pour être et s'épanouir? Comme cette graine qui devient une germe. C'est merveilleux, cette image de la graine qui devient une germe. Tous ces enfants sont des graines. Alors, il nous appartient d'en faire en sorte que ces graines s'épanouissent. Et notre devoir de leur préparer le terrain pour qu'elles s'épanouissent. Voilà. شكرا لكم الكل. Merci pour avoir écrit ce livre. Vous honorez les deux sexes, masculin et féminin. احنا الكل بتاعنا وما يتكلموش مع رجالهم. متخرجة من السوربون، تعرف لا لونغ لاتين، تعرف التاريخ، وزونري لافا. شكرا من السي محمد فنتر، قامة فكرية وثقافية شرف بحضورها في المعرض. شكرا.
وإن شاء الله اللي سمعناه معناه نحافظوا عليه ونزيدوا نقدموا به. شكرا لكم.